Cette conférence va maintenant Merci être Laetitia, enregistrée. merci Anne. Ok, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Donc, Oui, selon la oui. formule consacrée, tout ce qu'on pourra dire pourra être retenu contre nous, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup Anne, merci Laetitia, merci Floriane pour l'organisation de ce webinaire ainsi que les collègues d'ADM, d'AVSF et de Faire un monde équitable. Merci aussi d'être si nombreux, si nombreuses pour préparer cette quinzaine du commerce équitable. C'est la 20e édition et elle va se faire dans des conditions extrêmement particulières. Donc c'est malgré toutes les inquiétudes que peuvent susciter que peut susciter cette période, c'est quand même chouette de vous voir aussi nombreux et de voir que cette communauté du commerce équitable, elle a à cœur de faire entendre sa voix pendant le mois de mai où on a fait le choix de maintenir les dates de la quinzaine. Évidemment, on va adapter la manière dont on va prendre la parole et la manière dont on va se mobiliser et c'est à ça que va servir ce webinaire, entre autres. Alors évidemment, moi j'ai envie de replacer cette session, ce webinaire et cette quinzaine dans le contexte de la crise du Covid, qui paradoxalement aide un petit peu notre travail dans une certaine mesure, parce que cette crise du Covid, elle révèle énormément de choses sur la manière dont notre société fonctionne ou dysfonctionne. Elle met au grand jour toutes les petites mains, toute l'armée de l'ombre, on l'a appelé, je crois, notre ministre de l'Agriculture, l'armée des ombres, tous ceux qui rendent possible en fait le fait de manger à notre faim, de nous déplacer, de nous soigner, de nous éduquer, et tout ce qu'on connaît pour acquis est fragilisé par cette période et mis sous tension. Évidemment, pour nous, acteurs de la transition écologique et solidaire, la grande question en ce moment, c'est de savoir si cette crise globale va. Oui, il y a des blancs. Ça coupe, Julie, on vous entend plus. Mon micro a été On n'entend coupé, plus. pardon. Ça y est, Ça a vous coupé. m'entendez? Oui, Ouais, C'est revenu. Ouais. c'est revenu. Mon micro a été coupé bizarrement. Ok. Alors, je ne sais pas à partir d'où ça a été coupé, mais je disais euh, que cette crise du Covid, elle remettait en question plein de choses qui nous paraissaient acquis et en fait, elle met en tension tous les gestes du quotidien qu'on peut continuer à faire ou qu'on ne peut plus faire. Et elle nous amène en fait à regarder là où on ne regardait pas. Et donc, on est tous embarqués, là, j'ai l'impression, quand on regarde les médias, depuis plus de 6 semaines, on est embarqués dans un grand exercice de décryptage des relations d'interdépendance qui nous relient les uns aux autres. Et c'est intéressant parce que c'est quand même ce que fait le mouvement du commerce équitable que de décrypter ce qui nous relie les uns aux autres et que d'essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit tout d'un coup que dans les moindres actes du quotidien, on est effectivement dépendant du travail de milliers d'autres personnes, soit dans notre proximité, soit très très loin. Et parfois, on tombe sur un os. Alors, quand on tombe sur un os, on appelle ça la rupture des chaînes d'approvisionnement. Donc, si les ports sont fermés, il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Si les camions circulent plus, si l'usine ferme, si l'avion décolle plus, si le voisin plus riche que nous rafle la mise et achète les masques qui nous étaient réservés, il y a aussi rupture d'approvisionnement. Si l'infirmière tombe malade, si la caissière peut plus se rendre au magasin, il y a aussi rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit de tout ça, on s'aperçoit de comment ça marche et comment c'est fragile tout ça. Si vous faites partie du mouvement du commerce équitable, votre regard, il est déjà sûrement un petit peu plus affûté que la moyenne des gens sur ces questions d'interdépendance. Et vous savez que quand on prend une tasse de café, derrière, il y a tout un monde qui peut être impitoyable ou un monde qui peut être un peu plus solidaire, un peu plus résilient, un peu plus fort pour relever les défis auxquels on fait face collectivement. Et ça dépend du café, ça dépend de l'entreprise qui a acheté ce café, ça dépend de type de relation commerciale qui relie le torréfacteur au producteur, et ça dépend évidemment de chacun d'entre nous.
Et donc, tout ça, c'est finalement l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Premièrement, porter notre regard sur nos interdépendances, les comprendre les fragilités qu'elles engendrent, ou comprendre au contraire les facteurs de résilience, et notamment l'articulation entre nos modes de consommation, nos modes de vie, nos modes de production et les réponses de la nature. Donc, merci beaucoup Hervé de t'être joint à nous pour cette session et ce que tu vas nous apporter, nous apprendre, je pense, sera très utile pour affûter notre regard sur ces interdépendances. Deuxième objectif, évidemment, c'est de comprendre qu'est-ce que le commerce équitable il apporte à tout ça, quelles sont les réponses que notre mouvement essaye d'apporter à ces questions-là, pour que ces interdépendances, elles deviennent choisies, transparentes, équilibrées, solidaires, équitables, et qu'apporte le commerce équitable pour que ces interdépendances, elles deviennent de véritables relations partenariales qui nous renforcent mutuellement et qui nous aident ensemble à relever le défi de la pauvreté, le défi des inégalités, le défi du réchauffement climatique, celui de la protection de la biodiversité. Et ces défis-là aussi, ils sont interconnectés. Et donc, on va voir comment des relations commerciales équilibrées, ça permet des chaînes d'approvisionnement plus solides et qui permettent de relever ces défis. Donc, merci à Mathilde pour la présentation qu'elle va nous faire sur les liens très forts qu'il y a entre commerce équitable et transition agroécologique. Et puis, la quinzaine, c'est quand même partager ce savoir avec d'autres et c'est accompagner le changement des modes de consommation de nos contemporains à travers la mobilisation collective, tous ensemble au mois de mai. Et donc, je remercie Anne, Myriam et Alissa pour la dernière partie de ce webinaire. Elles vont nous présenter les outils de communication, les modes de mobilisation, les messages, voilà, tout ce qu'on a préparé en amont, ensemble, pour vous aider à vous mobiliser pendant cette quinzaine très particulière. Et il me semble que c'est très, très important. Encore plus, je dirais, cette année que les années précédentes, de faire entendre la voix du commerce équitable pour que le jour d'après, que ces moments de déconfinement progressif et à la fois les outils de relance économique et le mode de vie des citoyens ici et ailleurs se modifient quelque peu pour éviter qu'on recommence comme avant. Donc, je vous souhaite une très, très bonne session de webinaire quinzaine du commerce équitable. Et merci à tous d'être encore si nombreux. Je vois qu'on est maintenant 123. Donc, bravo aux organisateurs et aux organisatrices. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Julie. Et donc, on donne la parole à Hervé Petit. Merci, Hervé. Oui, voilà, micro réactivé, ça va mieux. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est vrai, la pandémie du Covid-19, c'est un sujet pas très original. Ça va pas trop vous changer de ce que vous entendez ou lisez dans les médias et de vos pensées quotidiennes. Mais en même temps, c'est quand même assez difficile, je pense, pour chacun d'entre nous, de penser à autre chose actuellement. Donc, je me sens pas trop illégitime pour vous parler de ce Covid-19. Je vais essayer d'éclairer le sujet sous un abord un peu technique au départ, en élargissant ensuite. On va démarrer sur un plan un peu médical. C'est ma formation de vétérinaire qui me le permet. Et ensuite, on essaiera d'élargir peut-être à certaines conclusions ou au moins leçons qu'on devrait tirer de la crise actuelle. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est totalement légitime que chaque personne cherche à comprendre et s'interroge sur l'articulation de ce que nous vivons actuellement et qui est vraiment inhabituel, et comment ça s'articule avec le monde qui nous entoure, comment ça a pu arriver. Voilà, donc on va démarrer assez simple du départ. D'où vient ce virus qui est si contagieux? Donc on va partir de ce qui est connu, si vous voulez bien, de ce qui est connu aujourd'hui avec une quasi-certitude. Il est certain, c'est indéniable, le premier pays touché, ça a été la Chine. Ce virus est un virus de la famille des coronavirus.
dont on a pu vérifier, parce que maintenant on le connaît, on a analysé son génome, etc., sa constitution génétique, il est génétiquement très proche de virus, au pluriel, qui sont naturellement hébergés par certaines espèces de chauves-souris en Asie. Donc, pour dire que ce n'est pas un truc sorti du chapeau, c'est pas une création de toute pièce d'un laboratoire, c'est un pathogène, c'est un agent pathogène qui préexiste sans doute depuis très longtemps à l'état naturel dans la faune sauvage. Alors vous me direz, quel rapport avec les êtres humains? Il se trouve que ce virus, il rencontre dans le corps humain, quand il arrive à s'immiscer dans un corps humain, il y rencontre des conditions propices à sa multiplication et aussi malheureusement à l'expression de son pouvoir pathogène, c'est-à-dire que pendant qu'il utilise nos cellules comme support pour multiplier son ADN parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, son ARN, pardon, parce qu'il ne peut pas le faire tout seul, eh bien, ça a des effets secondaires sur nos cellules, en particulier les cellules du poumon et de l'appareil respiratoire, et ça nous rend malades. Ce virus, en même temps, vu que, comme je viens de vous le dire, il se multiplie dans notre corps en utilisant le matériel de nos cellules à nous, et bien du coup, comme il se multiplie, il y en a partout, et il est présent dans les sécrétions et expressions du corps des êtres humains qu'il a infectés. Ce qui rend possible, comme on l'excrète, ce qui rend possible la transmission d'individu à individu. C'est la définition de la contagion, hein, et aussi le déclenchement d'épidémies qui, pour ce virus-là, sont assez brutales du fait de sa forte contagiosité parce qu'il a une facilité énorme à passer d'un individu à l'autre par les moyens que je viens de vous expliquer. Une épidémie brutale et très étendue au plan géographique. Ce qui fait qu'on parle de pandémie. Techniquement, pandémie, ça veut simplement dire épidémie qui touche plein d'endroits sur la planète au même moment. Ça veut dire épidémie mondiale, quelque part. Voilà. Alors, pour que ce virus ait pu contaminer des hommes. On a vu qu'il était préexistant dans la faune sauvage, chez certains animaux sauvages. La condition sine qua non pour qu'il ait pu contaminer des hommes, c'est qu'il y ait eu un contact, à un moment donné, contact direct ou non, entre la chauve-souris, qui héberge naturellement ce virus, et l'homme. Alors, je ne vais pas épiloguer sur les différentes hypothèses qui expliquent comment ce contact a pu se faire. La première, c'est la première qu'on a évoquée, c'est encore celle qui fait le plus, qui est le plus communément admise. C'est peut-être une histoire d'alimentation. Les gens consommaient du pangolin, lequel pangolin est un animal sauvage et il est capturé par les habitants de la région de Chine où le virus Wuhan, où le virus a commencé à émerger. Lui, il vit dans l'état sauvage et il rencontre la chauve-souris. Donc, bon, voilà, il peut porter le virus. Et après, en mangeant le pangolin, l'homme a pu s'infecter. Une autre théorie plus récente et plus subversive dit que peut-être ce virus a été carrément capturé par l'homme parce qu'on savait qu'il existait et puis on est allé chercher pour faire de la recherche dessus. Bon, il serait échappé dans le laboratoire. Je n'ai pas de compétences pour trancher là-dessus. Donc, de toute façon, cette histoire de passage, de rencontre entre le virus et l'être humain, c'est un phénomène naturel à la base, puisque le virus existait déjà. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le risque de survenue d'un tel événement, de rencontre entre l'homme et ce virus de la faune sauvage, a été fortement aggravé par deux éléments principaux.
Les deux éléments principaux, d'une part, il y a le fait que l'homme empiète largement maintenant et depuis longtemps sur les milieux sauvages. Ce qui a été à l'origine, ce qui a facilité à l'origine un contact entre l'homme et le Covid-19. Si l'homme n'allait jamais mettre ses pieds dans les milieux sauvages, il n'aurait pas rencontré le virus. Voilà. Et le deuxième élément important, favorisant l'émergence d'une pandémie telle que nous la connaissons, c'est que la circulation du virus a été favorisée par l'intensification, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire, l'intensification et la mondialisation des échanges de voyageurs, de marchandises. C'est ce qui a permis à l'épidémie de se développer carrément au stade de pandémie. Alors, le point commun entre ces deux facteurs de risque, on a dit le fait que l'homme empiète sur les milieux sauvages et comme ça lui a permis de rencontrer le virus, et puis le fait que nos échanges sont mondialisés et donc le virus peut circuler très très vite. Le point commun entre les deux, c'est que, selon moi, il s'agit d'activités, ce que j'appellerais activités anthropiques, c'est-à-dire d'activités humaines, et donc on pourrait penser de ce fait que l'homme, vu qu'il s'agit de ses propres activités, est le plus à même à réduire ce risque, puisqu'on les a identifiés comme facteurs de risque, ces éléments. L'homme est le plus à même à réduire ce risque en contrôlant ses propres activités, puisqu'il s'agit des siennes. Bon. Si on pousse un petit peu plus loin l'analyse de ces deux facteurs de risque qu'on a identifiés juste avant, le premier, c'est le fait que l'homme empiète largement sur les milieux naturels sauvages, encore préservés. Il en reste bien peu. Et bon, il en restait, il y a un siècle, 2 siècles, il en restait beaucoup plus. Ça se réduit comme peau de chagrin. Quelles en sont les causes? Les causes, une cause importante, c'est l'inflation de la population humaine mondiale. Physiquement, géographiquement, on a besoin de plus d'espace. Et du coup, on colonise de nouveaux espaces qui étaient restés protégés jusqu'à maintenant. Mais aussi, c'est une des causes de cet empiètement de l'homme sur les milieux naturels, c'est la croissance permanente de nos besoins alimentaires. C'est en lien avec le précédent, plus on est nombreux, plus on a besoin de manger. Or, on se nourrit essentiellement de végétaux et d'animaux, pardon pour ceux qui ne mangent pas de viande, mais du coup, on a besoin, les végétaux, ça pousse sur la terre, et les animaux qu'on mange, ils ont besoin de végétaux pour se nourrir. Donc voilà, on a besoin d'espace pour produire ces ressources alimentaires. Alors, la réduction, cela provoque une réduction importante des espaces naturels, parce qu'on s'étend toujours et la Terre n'étant pas extensible, et ben, du coup, on rogne sur les espaces restés encore préservés. Et une autre conséquence, c'est une modification. Modification, c'est en fait bien souvent une suppression aussi pure et simple des écosystèmes correspondants. Quand on défriche une partie vierge de l'Amazonie pour y faire telle ou telle production de soja, sais-je, il y a carrément destruction de la forêt primaire initiale. Tout cela provoque une disparition ou une adaptation des espèces sauvages, parce que dans ces espaces qu'on colonise, il y a des espèces sauvages qui vivent. Alors, comme on envahit leur milieu, elles n'ont pas d'autre choix, soit que de disparaître parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter et la réduction de la biodiversité animale et végétale naturelle au plan mondial le prouve, c'est que les espèces ne peuvent pas s'adapter à notre concurrence, ou alors, pour survivre, ces espèces finissent par accepter la cohabitation avec l'homme, soit qu'elles restent sur place, soit que délogées par nos activités, elles s'en vont, mais comme elles ne trouvent pas d'espace vierge identiques à ce qu'elles avaient précédemment, elles s'installent dans des espaces ruraux, mais déjà colonisés par l'homme, voire dans des villes. Donc, d'une part, l'homme se porte au cœur des habitats sauvages. C'est un premier mouvement. Et d'autre part, certaines espèces sauvages, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix,
se réfugie chez l'homme, dans les lieux où habite l'homme. Alors, si on additionne les deux, eh bien, tout cela facilite grandement les contacts entre les deux types de populations. C'est ce que je cherchais à vous faire comprendre, comment les êtres humains ont rencontré le coronavirus habituellement hébergé par les chauves-souris sauvages. Voilà. Une chose importante également, c'est que les choix qui ont été faits pour l'homme pour répondre à ses besoins d'expansion, besoin de plus de nourriture, dont je vous parlais tout à l'heure, les choix que nous avons faits au 19e, au 20e siècle, c'est un choix de répondre de manière intensive et industrialisée. Alors, oui, si on a une vision à court terme, c'est sûr que c'était le plus efficace, il fallait produire beaucoup tout de suite, mais malheureusement, ces choix se sont faits sans aucune prise en compte des équilibres nécessaires et ancestraux des systèmes écosystémiques, des écosystèmes de notre planète. Et ils ne sont pas là pour rien. Si tout s'est équilibré de cette façon-là, c'est parce que ça marchait bien et que ça ne pouvait pas marcher autrement. Et ces choix, ils ont été faits aussi sans considération et sans préoccupation des conséquences éventuelles que pourrait avoir une rupture du fonctionnement des écosystèmes que nous perturbons. Le modèle de production alimentaire que nous avons retenu, donc c'est au 19e, au 20e siècle, dans les pays industrialisés, c'est une agriculture, un élevage qui ont été artificiellement intensifiés et industrialisés pour produire davantage. Et on se rend compte aujourd'hui, bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, qu'ils sont incompatibles avec les écosystèmes naturels, parce qu'ils les détruisent, et on en a la preuve en permanence, partout où l'homme installe ce genre d'activité. À l'inverse, par contre, l'agriculture paysanne une agriculture paysanne qui serait basée sur l'agroécologie, et elle l'est déjà en très grande partie parce que les paysans sont des gens qui travaillent avec très peu d'intrants, ils n'ont pas les moyens d'en acheter, et ils travaillent en accord avec les écosystèmes dans lesquels ils s'intègrent, parce que sinon ça ne fonctionne pas, l'écosystème les rejette vu qu'ils n'ont pas de moyens techniques pour forcer l'écosystème. Et donc, l'agriculture paysanne est de fait, historiquement et naturellement intégrée dans les écosystèmes au sein desquels elle s'installe, et elle permet de conserver ces écosystèmes fonctionnels. Ça, c'est important, il faut bien le retenir. Alors, le deuxième facteur de risque, alors après, donc le premier facteur de risque qui était la colonisation de milieux naturels par l'homme, le deuxième facteur de risque que je vous ai cité tout à l'heure en introduction, c'était l'intensification et la mondialisation des échanges qui a permis au virus de circuler beaucoup plus vite et d'aboutir sous forme de pandémie. Cette intensification, mondialisation des échanges, elle facilite la circulation des agents pathogènes parce que les transports aujourd'hui sont rapides et sur des longues distances, c'est facile d'emporter avec soi, même si on ne sait pas, un virus à l'autre bout de la planète en quelques heures dans un avion. Ces échanges qui ont été permis par les progrès technologiques, à l'origine, c'était bien pratique, c'était une commodité. Malheureusement, ils sont passés de l'état de commodité à l'état, ils sont devenus une nécessité vitale. À force de les utiliser, on ne sait plus faire autrement. Nécessité vitale pour le fonctionnement de nos activités humaines, en particulier pour l'approvisionnement en nourriture. Bon, ce qui nous préoccupe ici dans notre webinaire, vous et moi, c'est quand même la production des denrées alimentaires. Mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres biens indispensables, les médicaments, des choses comme ça. Ces échanges internationalisés sont désormais impossibles, quasiment impossibles à supprimer totalement, ce qui pose d'énormes problèmes, on voit bien aujourd'hui, en cas de rupture accidentelle, de cas de force majeure, si ces échanges ne peuvent pas être poursuivis
Aujourd'hui, c'est pour une raison sanitaire, on est obligé de fermer les frontières, mais ça peut être pour des raisons géoclimatiques, un tsunami, un tremblement de terre, des inondations. Ça peut être pour une raison de conflit. Un pays peut être amené à fermer certaines de ses frontières parce qu'il est en guerre ou il est sujet à des troubles. Ça peut être pour des raisons technologiques. Et s'il n'y a plus de kérosène demain, on fait comment, hein? Voilà. Donc, ce système d'échange qui est devenu vital, il présente beaucoup de dangers. Le premier danger, ça c'est évident, je ne resterai pas longtemps dessus, c'est l'impact environnemental de tout ce transport de marchandises, de biens et de personnes, et la dépendance que ça représente par rapport aux énergies fossiles, dont on sait qu'elles ne sont pas inépuisables, hein, jusqu'à ce jour au moins, on est dépendant des énergies fossiles. Mais une autre chose plus importante encore peut-être, c'est que cette mondialisation des échanges, elle génère une dépendance des États et des régions vis-à-vis de nombreux produits vitaux, au premier rang desquels les denrées alimentaires, parce que les denrées alimentaires, on peut élargir à d'autres produits vitaux, ne sont pas ou insuffisamment, en quantité insuffisante, produits localement, ne sont plus produits localement, parce que c'est tellement facile d'aller s'approvisionner à l'extérieur que du coup, c'est pas la peine, pour peu que les conditions locales soient difficiles, c'est pas la peine de se fatiguer à produire chez soi. Et ça, c'est ce qui caractérise typiquement une absence en matière d'alimentation, une absence de souveraineté alimentaire des États, des régions. Ne plus être capable d'alimenter sa population sans recourir à des apports extérieurs. Autre danger de la mondialisation des échanges, c'est la globalisation des marchés mondiaux. Cette globalisation, elle se fait, hélas, selon un modèle très libéral et très concurrentiel. Et cela défavorise économiquement les agricultures locales qui recourent à beaucoup de main-d'œuvre, vu qu'elles utilisent peu d'intrants, du coup ne peuvent pas commercialiser leurs produits au prix du marché mondial en rémunérant correctement leur population. Et du coup, cette globalisation des marchés mondiaux, conséquence, c'est qu'elle empêche le développement des agricultures locales. Parce que comme les agricultures locales sont peu rentables, elles demeurent à un stade très, très vivrier et ne sont pas capables de se développer, voire elles se font asphyxier par le commerce international, parce que quand les gens essayent de vendre, ils ne trouvent pas de place sur les marchés au juste prix pour leur travail, et du coup ils abandonnent, ils font autre chose, ils vont à la ville, ils s'embauchent dans différents secteurs, voilà, exode rural, etc. Mais pourtant, ce sont ces agricultures locales, puisque j'ai dit qu'un des gros dangers du système de mondialisation, c'est le fait que les pays, régions ne sont plus autonomes au plan alimentaire et ne peuvent plus assurer la souveraineté, leur propre souveraineté alimentaire. Or, pourtant, c'est ces agricultures locales, ces agricultures paysannes qui existent partout, qui pourraient conduire à la souveraineté alimentaire parce qu'elles en ont le potentiel. Alors, c'est un cercle vicieux parce que la mondialisation tue l'agriculture paysanne, laquelle pourrait générer la souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de production locale. Voilà. On n'en sort pas. Donc voilà les deux points que je voulais analyser, et face à ces deux séries de constats pour réduire les risques de nouvelles pandémies, parce que c'est quand même l'objet de mon intervention et de ma prise de parole devant vous. Donc comment éviter, parce qu'on est tellement traumatisé par il y a de quoi par cette pandémie et toutes les conséquences qu'elle engendre, comment éviter que ça se reproduise trop souvent. Donc,
face aux deux séries de constats que je viens d'énoncer, une des leçons parmi les leçons à tirer, me semble-t-il, c'est la nécessité impérative de changer nos modèles agricoles et nos modèles d'échange, puisque on voit bien que l'agriculture intensive, la mondialisation des échanges, en libéralisme à tout va, eh bien, ça pose quand même énormément de problèmes concrets aujourd'hui dont nous avons actuellement les conséquences. Hein. Donc, comment faire pour changer ces modèles agricoles et ces modèles d'échange? Eh bien, il y a deux leviers, à mon sens, et c'est ce que je voudrais que vous reteniez comme conclusion. Il y a deux leviers. D'une part, premier levier, un soutien massif à l'agriculture paysanne, parce que l'agriculture paysanne, elle est à la fois respectueuse des écosystèmes, parce qu'elle s'est développée avec eux et elle a évolué au fur et à mesure et en harmonie avec ces écosystèmes. Elle permet de respecter des écosystèmes vivants et équilibrés, d'une part, et d'autre part, elle est pourvoyeuse de souveraineté alimentaire. C'est le potentiel d'alimentation de la population de chaque pays, si on veut produire localement. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'organisation d'échanges commerciaux. Il faut repenser nos modèles commerciaux, organiser des échanges commerciaux qui privilégient autant que se faire se peut. Il y a des choses qui ne sont pas possibles parce qu'on ne produit pas toutes les mêmes choses sous les mêmes latitudes. Donc, quelques échanges vont demeurer indispensables. Mais privilégier autant que faire se peut des circuits locaux, des circuits internes au pays, internes aux régions, ce qui permettra de limiter les déplacements des marchandises, des personnes et aussi des virus. Et voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hervé. C'était très, très éclairant, très intéressant. Je vais tout de suite, je vois qu'on a pris déjà un petit peu pas mal de retard, donc je passe tout de suite la parole à Mathilde Brochard, qui est responsable du Commerce Équitable France. Merci Anne, merci Hervé. Alors je reprends la main. Ça va demander 2 petites secondes pour que Ah oui, on puisse c'est ça. faire le passage, parce que comme vous êtes très nombreux. Désolée. Voilà. J'ai oublié de demander s'il y avait des questions par rapport à cette présentation. Alors sur le chat, il y a on a eu des réactions, mais pas de questions. Ok, bon bah super. Du coup, on enchaîne. À toi Mathilde. Merci beaucoup. Parfait. Ok, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci Hervé pour l'apport théorique général sur lequel je vais essayer de rebondir. Donc, comme le disait Julie en introduction, c'est vrai que le contexte actuel de pandémie mondiale, finalement, il oblige un peu les citoyens, la société civile, dans son ensemble, on va dire, et puis les décideurs politiques et économiques à s'interroger sur nos modes de fonctionnement, en fait, en tant que société. Et on redécouvre au cœur de tout ça, effectivement, nos interdépendances, à la fois humaines avant tout, mais aussi économiques. Et donc, ça pose tout un tas de questions sur l'après-Covid-19 et sur la construction du monde qu'on envisage pour demain. Et voilà. Et du coup, dans la question de la relance économique post-crise qui est en train de se présenter sur la table du gouvernement et puis dans nos espaces politiques en général, c'est aussi l'occasion d'opérer enfin donc cette transition dont nos sociétés ont besoin depuis longtemps. Et que ce soit une transition qui intègre des enjeux sociaux, écologiques
qu'évidemment la crise sanitaire n'a pas fait disparaître, au contraire. Donc moi je vais essayer de vous démontrer en une trentaine de minutes en quoi le commerce équitable peut être un outil du coup pertinent pour agir sur ces crises à la fois sanitaires, écologiques et puis les enjeux qui les traversent. Donc cette slide, c'est donc qui reprend les enjeux présentés par Hervé. Le but, c'est évidemment de ne pas rentrer dans ces enjeux-là, mais de pouvoir vous montrer que le constat qui a été dressé par Hervé précédemment sur les causes et les facteurs d'accélération de cette pandémie, ils sont en fait pas nouveaux. C'est la mondialisation dérégulée, ses conséquences en termes de création de pauvreté et de précarité des producteurs en amont de la chaîne, l'accélération des règlements climatiques qui sont aussi fomentés par cette même mondialisation, etc. C'est malheureusement des enjeux qui ne sont pas nouveaux. Et la crise du Covid-19, ce qu'elle a fait, c'est venir en fait, accélérer des tensions qui étaient déjà existantes. Puisqu'on est bien dans un système mondialisé qui est à bout de souffle et qui marche plus très bien depuis un petit moment. Les enjeux qu'on voit derrière, c'est bien des enjeux de sécurité alimentaire, d'explosion des inégalités, avec des risques de violence sociale et puis de migration subie. Donc ça, c'est à la fois des choses qui sont un peu inhérentes à ce que Hervé a pu présenter sur la crise sanitaire actuelle, mais c'est des choses qui sont aussi de manière générale présentes même avant la crise du Covid-19 et qui sont en fait des enjeux clés pour l'avenir de l'humanité. Puisque c'est absolument pas Mathilde, Oui, pardon. excuse-moi, Oui. je t'interromps juste avant que tu puisses avancer plus loin. Est-ce que tu pourrais peut-être avoir ton PDF en grand écran pour permettre aux participants Ah de... pardon, vous voyez les trucs à côté là? Ah oui, pardon. Attends, parce qu'en fait j'essaie dans le... Ah oui, en fait il y a quelque chose qui me bloque, mais ça me dit que je vais quitter la réunion si je le fais. Donc attendez. Non, mais c'est quand même incroyable. Ah là, ils ont Tu sais, en cliquant sur affichage, c'est pas possible. Ah oui, attends, pardon. Oui, affichage. Ah oui, pardon, puis, mode plein écran. Ok, je suis archi nulle Désolée, avec la merci. technologie. Non, c'est bien. Et puis fermer la petite fenêtre bleue. Voilà. Et Ça, ce sera ça, parfait. ok. Hop. Attends, pardon. Magnifique. Ok, super. Pardon. Voilà, donc je disais, la crise du Covid-19, elle vient en fait révéler des problématiques qui sont inhérentes de base au système économique actuel et qui posent vraiment des questions sur nos manières de consommer, sur nos manières de produire, pour agir sur les enjeux voilà, qui sont présentés à l'écran. Il y a un mot qui revient souvent en ce moment dans les discours politiques, notamment de notre ministre de l'économie, c'est la relocalisation. Aller vers une mondialisation plus responsable, aller vers un nouveau capitalisme, comme on l'entend aussi parfois. Mais il faut être clair qu'il n'y aura pas de relocalisation possible, ni de mondialisation plus équitable, comme on l'a aussi entendu, sans changer de toute façon, de manière drastique, les modes de régulation qui vont avec cette mondialisation, donc les règles du jeu de tout le système, et puis bien sûr nos modes de production et de consommation. Et ce constat, c'est ce que le commerce équitable avait déjà fait il y a longtemps, à l'origine du mouvement. Et c'est aussi la raison pour laquelle le commerce équitable aujourd'hui, et vous tous en vous engageant dans la quinzaine, mais dans le mouvement de manière plus générale, fait que vous avez des choses à apporter pour la construction du nouveau système et du système de demain. Donc pour peut-être les moins connaisseurs du commerce équitable, puisque je pense qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément très familiers, effectivement, à l'origine, le commerce équitable, c'est bien un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, avec un objectif de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial, de contribuer au développement durable, donc effectivement de aussi agir sur les enjeux de pauvreté, comme on a pu le dire tout à l'heure, et de sécurité alimentaire, en garantissant des droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, particulièrement au sud de la planète, mais pas que. On peut aussi considérer qu'on agit maintenant sur la crise agricole française, avec un commerce équitable origine France.
Et les organisations de commerce équitable s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Donc, ce qu'on voit, c'est que le commerce équitable, c'est bien une alternative qui est à la fois crédible parce qu'elle est ancienne, donc elle a fait ses preuves, elle est fondée sur des relations commerciales qui sont repensées, et à la fois, c'est une approche qui est innovante parce que justement, elle a ce côté systémique pour agir sur différents enjeux à la fois. Et donc, ça en fait un outil aussi fort de développement durable. Les dernières années, à Commerce Équitable France, on a produit plusieurs études filières, donc notamment des études sur la filière du cacao, sur la filière du café, mais aussi sur des filières françaises, des légumineuses par exemple, pour essayer d'analyser un peu plus précisément la contribution du commerce équitable pour agir justement sur ces enjeux de durabilité des filières, les enjeux sociaux, environnementaux et puis bien sûr économiques. Et il y a deux constats principaux qui ressortent de manière transversale à ces trois études principales. Le premier constat, il correspond aux caractéristiques des filières aujourd'hui, des chaînes de valeur en général, comme on peut le dire. Au milieu de ces chaînes de valeur, enfin, au sein de ces chaînes de valeur, aujourd'hui, il y a eu une explosion des inégalités économiques entre l'amont et l'aval, entre quelques entreprises qui concentrent une grosse partie de la richesse en aval des filières, pardon, et puis des millions de producteurs à l'autre bout de la chaîne qui n'arrivent plus du tout à vivre de leur métier, de leur culture. Ces inégalités économiques, elles ont pour principale cause, et c'est assez transversal à l'ensemble de ces filières, une extrême volatilité des prix sur les denrées alimentaires qui déséquilibrent aussi les marchés. Des déséquilibres de pouvoir énormes, comme je le disais, dans les filières qui sont à la fois très concentrées. Si on prend l'exemple du café, par exemple, aujourd'hui, il y a 3 multinationales qui détiennent 81% du marché français du café. Et à l'autre bout de la chaîne, on a 25 millions de petits producteurs. Donc, 3 multinationales versus 25 millions de producteurs et voilà, 81% au milieu. Pour le cacao, c'est 5 multinationales qui détiennent pareil plus de 80% du marché. Et à l'autre bout de la chaîne, on a des producteurs qui sont souvent très endettés. En ce moment, il y a une crise du café depuis 1 an et demi qui est extrêmement forte, qui avait même fait chuter le prix de 1 kg de café en dessous de 1 $, alors qu'en parallèle, il n'y a jamais eu autant de richesses créées dans la filière du café. C'est plus de 200 milliards de dollars par an, le café, en dosette, donc c'est quelque chose d'énorme. Et ces producteurs qui sont déjà endettés, précarisés, etc., ils subissent en plus de plus en plus fort tous les dérèglements climatiques. Donc cette précarité économique, elle vient, enfin, elle est aggravée par les dérèglements climatiques, et en plus de ça, elle vient du coup elle-même contribuer à ces dérèglements climatiques. Donc, on est dans un cercle vicieux que je vais vous expliquer en 2 mots. Hervé l'avait mentionné aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est les producteurs du café, par exemple, ou du cacao, ils subissent de plus en plus de maladies, de ravageurs sur leur culture, d'inondations liées au dérèglement climatique, etc. Et donc, ces effets du changement climatique négatif, ils entraînent une perte des rendements, une perte des récoltes, et donc évidemment une perte encore accrue des ressources économiques de ces producteurs déjà précarisés. Ce qui oblige soit les producteurs à abandonner les cultures, et donc on se retrouve avec cet enjeu de sécurité alimentaire qui a été mentionné, pour un petit peu résumer, ou ça oblige les producteurs à produire plus pour pouvoir pallier en fait les effets négatifs du changement climatique. Et produire plus dans un contexte comme celui-là peut vouloir dire aussi déforester plus. Et on sait que la déforestation est elle-même un des gros contributeurs des dérèglements climatiques. Voilà, donc vous voyez, ou utiliser des intrants chimiques, par exemple, pour augmenter les rendements et donc arriver à une érosion de la biodiversité, une fatigue des sols qui vient à nouveau alimenter ce cercle vicieux des dérèglements climatiques. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer la corrélation qui ressort de toutes ces études entre aussi la précarité économique, l'injustice économique et puis les dérèglements climatiques et puis ce cercle vicieux.
Le deuxième constat à tout ça, qui ressort des études, eh ben, c'est que le commerce équitable, dans ce contexte-là, lorsqu'il est couplé à l'agriculture biologique, en général, il permet de réduire considérablement ces impacts sociaux, environnementaux qui sont liés à la production des denrées et de redonner du pouvoir aux producteurs et aux productrices en favorisant une organisation collective, en les structurant en organisation de producteurs, etc., qui permet aussi de les rendre plus forts pour négocier notamment les prix de vente dans ces filières qui sont très déséquilibrées en termes de pouvoir d'acteurs à l'intérieur. Donc ça, c'est une des choses. Vous pouvez retrouver ces études sur nos sites internet. Ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que les consultants sont allés en fait essayer de chiffrer ce qu'on appelle ces coûts sociétaux, ces externalités négatives produites dans ces filières, et les comparer entre les filières conventionnelles, les filières commerce équitable et puis les filières commerce équitable et agriculture biologique. Et donc, on voit bien que c'est cette dernière option, commerce équitable, agriculture biologique, qui obtient les meilleurs effets en termes d'impact, on va dire, sur le développement durable. Voilà, le commerce équitable, dans ces études, ce qu'on voit, c'est qu'il permet une meilleure répartition de la valeur, voilà, et une plus grande résilience aussi des producteurs et productrices face aux dérèglements climatiques. Et donc, de toute cette expertise que je viens de résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, on a aussi d'autres formations, on peut aller un peu plus loin sur les comptes rendus de ces études. Au cœur de tout ça, ce qu'on voit, c'est que la démonstration qui est faite, c'est que lorsqu'on redonne les moyens économiques et une certaine visibilité aux producteurs sur la durée, c'est-à-dire qu'on lutte contre cette volatilité des prix, qu'on met des systèmes de préfinancement en place, etc. On va revenir dessus un peu plus tard. On leur donne en fait les moyens économiques d'investir dans le changement et notamment dans le changement de leur mode de production. Et donc de maintenir des systèmes agroforestiers ou de transformer leur mode de production tout simplement vers des pratiques agroécologiques qui sont du coup beaucoup plus résilientes face aux dérèglements climatiques, face à l'érosion de la biodiversité, etc. Aujourd'hui, les produits de commerce équitable, 81% des produits équitables sont aussi labellisés bio. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le commerce équitable est un accélérateur de transition écologique et sociale, de transition agroécologique. Voilà, on redonne des moyens économiques pour investir dans le changement et c'est très important dans la situation aussi actuelle, crise et post-crise Covid, puisque en fait tout le monde parle de cette transition écologique et solidaire de manière générale, on l'entend de plus en plus, mais personne ne parle vraiment du coût de cette transition. Et cette transition, elle a un coût, notamment celui de la transformation des modes de production. Et donc, c'est là où le commerce équitable peut être un outil particulièrement pertinent pour agir sur la transition agroécologique. Donc ça, c'est la vision qui est au cœur des travaux de commerce équitable France et surtout du mouvement en général de commerce équitable. Donc, les moyens d'action pour agir sur la crise sanitaire et écologique, c'est très simple. Du coup, c'est d'une part développer le commerce équitable pour développer son impact. Je vais rentrer dans les détails un peu tout de suite. Et puis, l'autre volet, c'est aussi promouvoir les principes du commerce équitable et partager cette expertise qu'ont les acteurs de commerce équitable du terrain auprès des acteurs privés et publics pour justement essayer d'engager les acteurs dans la transition, promouvoir des nouvelles formes de régulation publique qui sont basées sur les principes d'équité et donc changer les règles du jeu voilà, en parallèle de ce travail de terrain. Et ça, c'est tout le travail de plaidoyer et d'influence qui est aussi nécessaire. Donc concrètement, les principes du commerce équitable qui ont un impact, on va dire, concret sur les filières, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est donc des garanties économiques qui permettent aux producteurs d'investir dans la transition agroécologique, je le disais. D'une part, un prix rémunérateur qui couvre les coûts de production, y compris les coûts sociaux et environnementaux. Un engagement commercial dans la durée, pluriannuel, on dit, de minimum 3 ans dans la loi française. Des facilités de préfinancement qui permet de faire face justement aux coûts durs des dérèglements climatiques ou bien à la volatilité des prix en redonnant un peu de trésorerie aux producteurs.
Et enfin, très important, une prime qui sert aussi à financer des projets collectifs, très importants pour le développement notamment des communautés, plutôt dans les pays du Sud, mais qui permet aussi d'acheter du matériel, etc. Ça, c'est pour les parties garanties économiques. On dit aussi que le commerce équitable donc, favorise des innovations. Voilà, donc l'organisation collective des producteurs, structurée au sein d'organisations de producteurs à gouvernance démocratique, ça a un impact très positif aussi, puisque ça permet de mutualiser notamment des conseils agronomiques, donc sur par exemple les maintiens de ces modèles agroforestiers, comment ça fonctionne, etc. De mutualiser les outils de commercialisation, de collecte ou de stockage de production, et du coup de créer un environnement qui est favorable à cet accompagnement du changement. Enfin, évidemment, ça permet de maintenir un partenariat qui est équilibré dans cet engagement commercial, donc sur la durée, et donc de répartir aussi les risques entre l'amont et l'aval des filières. Aujourd'hui, les petits producteurs au bout de la chaîne, c'est eux qui assument le principal coût des risques climatiques, des risques économiques, etc. Et puis, le commerce équitable, ça favorise évidemment les changements de comportement chez les consommateurs. Ça, c'est un volet très important. Il était aussi dans la définition tout à l'heure. Il est aussi encadré dans la loi française sur le commerce équitable. On voit que donc la sensibilisation et l'éducation des consommateurs au principe du commerce équitable, c'est au cœur de la théorie du changement du commerce équitable. Et donc, ça permet aussi de faire de la consommation responsable et de la consommation durable un levier pour transformer les filières agricoles aujourd'hui dans le monde et agir sur les enjeux climatiques, de sécurité alimentaire, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent dans notre mouvement de consomme-acteur. Voilà, donc en résumé pour cette partie, donc brièvement des impacts aussi du commerce équitable sur la transition. On voit donc que sur les modes de production, ça permet de réduire les émissions de protoxyde d'azote, notamment en favorisant cette transition vers l'agriculture biologique qui est moins émettrice. On voit aussi que les pratiques d'agroforesterie en tant que telles qui sont maintenues grâce aux outils économiques du commerce équitable ou qui peuvent l'être, elles ont des impacts sur les sols, sur la séquestration du carbone, etc. Donc ça a aussi un impact sur la résilience climatique des sols et puis donc des cultures aussi. Et enfin, sur les modes de consommation, on voit que le commerce équitable, il sert aussi à structurer des filières qui sont moins carnées, donc plutôt des protéines végétales, notamment en France, mais pas que. Et donc, cette alimentation moins carnée, on sait qu'elle a un gros impact sur les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, puisque les principales destinations de la déforestation, enfin les principales causes raisons de déforester, pardon, c'est de pouvoir créer des cultures de soja, etc., qui viennent nourrir nos animaux, les animaux qu'on consomme, qu'on mange, les bêtes. Donc voilà, une alimentation moins carnée, c'est aussi une manière d'agir sur ces enjeux. Et enfin, rapprocher les sphères de production des sphères de consommation, c'est aussi ce que permet le commerce équitable. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, au cœur de notre théorie du changement à Commerce Équitable France, il y a un schéma que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais peut-être pas tout le monde. J'aime bien le représenter parce qu'il permet de comprendre un peu comment on fonctionne sur le changement, comment est-ce qu'on met tout ça en marche. Ça, c'est donc un schéma qui a été créé par un think tank qui essaye de réfléchir justement aux questions de la transition des sociétés vers plus d'équité, plus de durabilité, et c'est de trouver une sorte d'équilibre entre les biosphères. Et ça permet en fait d'essayer d'identifier des leviers qu'on pourrait appeler stratégiques pour mettre en place des actions qui permettent d'agir à 3 niveaux et que ces actions se rétroalimentent en tant que telles. Je m'explique. Il y a un premier niveau qui s'appelle les niches et qui consiste en fait, c'est toutes ces petites alternatives, par exemple comme le commerce équitable, qui peuvent avoir un impact fort, mais qui sont tout petits pour l'instant et qu'on a besoin de faire grandir comme des petites graines pour qu'elles deviennent en fait la norme de demain. Il y a un niveau d'action qui s'appelle les régimes, ou plutôt la régulation, qui est essayer de justement changer les règles du jeu
c'est ce qu'on va essayer de faire avec le plaidoyer, essayer de transformer les institutions dominantes qui maintiennent un système qui peut être problématique en tant que tel. Et enfin, le dernier niveau, c'est agir sur la culture. En fait, on agit souvent selon nos valeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, en tant qu'acteur, agir sur la transformation de nos valeurs sociétales pour aussi changer les pratiques. Voilà. Et donc, quand on agit, on essaie de trouver des actions qui permettent d'agir aux 3 niveaux en même temps et que tout ça fonctionne ensemble. Et, et voilà. Et donc, la quinzaine du commerce équitable, elle est finalement transversale à ces trois niveaux. Pardon, je reviens sur la slide d'avant, puisqu'on voit qu'en faisant beaucoup de bruit pendant 15 jours autour du commerce équitable, on participe aussi à faire grossir cette niche du commerce équitable. Plus de ventes aussi de produits équitables, donc plus de poids économique pour que nos propositions politiques soient écoutées quand on arrive dans des espaces politiques, puisqu'on pèse plus, entre guillemets, comme secteur économique. Et donc, plus on arrive à changer aussi ces règles du jeu de régulation et à intégrer le commerce équitable, plus on arrive à transformer les mentalités des citoyens et des citoyennes aussi, en influant avec cette idée d'équité à remettre au cœur des relations économiques. Voilà pour le schéma précis. Et puis, ce sera ma dernière slide normalement. Au cœur de cette théorie, cette théorie du changement, elle vient inonder, du coup, je le disais, la quinzaine, mais de manière générale, nos campagnes de mobilisation pour remettre de l'équité au cœur des relations commerciales, développer durablement les filières. Et donc, vous voyez que souvent, il y a 3 niveaux qui reprennent un petit peu ceux qui sont dans la théorie du changement que je viens de présenter. On essaye d'agir sur dynamiser la consommation des produits équitables comme levier de transformation, imaginer les modes de régulation public-privé innovants et enfin favoriser l'agroécologie, l'agroforesterie comme mode de production résilient. Je termine donc juste pour vous dire ce que fait Commerce Équitable France aussi en ce moment, particulièrement sur la crise du Covid, mais du coup qui est de manière générale, si on a compris la démonstration, liée aussi à la crise climatique et puis au reste. On agit pour soutenir les producteurs et les productrices qui sont impactés directement sur le terrain, donc grâce au travail que font tous nos adhérents, tous les membres de Commerce Équitable France, directement avec les partenaires qui font aussi remonter les problématiques auxquelles ils font face sur le terrain. Et donc, pour pouvoir aussi, nous, coordonner des relais, plaidoyers ou autres ici en Europe, et donc pouvoir agir, que ça ait un impact chez eux aussi. Ensuite, on est en train on prend des positions, on est en train de construire des argumentaires et puis de coporter des propositions avec des partenaires dans le cadre de cette fameuse relance économique qui va être là à la sortie de la crise Covid. Donc, notamment pour s'assurer que les fonds débloqués face à la crise, ils vont être aussi orientés pour soutenir des entreprises, soutenir en priorité des entreprises qui ont un impact positif sur l'environnement, sur la société, donc des entreprises qui sont déjà engagées dans la transition, comme les entreprises de commerce équitable, pour ne pas venir à nouveau réalimenter ce cercle vicieux d'un commerce qui est inéquitable et qui n'est plus durable. On va aussi faire en sorte que ça soit que ces mesures permettent d'augmenter l'accessibilité des produits dont l'impact social et environnemental positif est démontré. On va porter des choses autour d'une fiscalité différenciée qui permet de rendre plus accessible en termes de prix aussi des produits bio, équitables, etc., qui ont un impact positif. Et dernier point qui nous semble important aussi, c'est défendre vraiment la solidarité internationale dans les mesures de demain à mettre sur la table, parce que relocaliser, repenser les systèmes de production, aller vers plus de local, restructurer le commerce international sur d'autres bases écologiques, sociales, féministes, etc. C'est très important. C'est très important aussi de parler de rapprocher ces sphères de production et de consommation, mais bien sûr en incluant la dimension solidarité internationale. Il n'est pas question de relocaliser en France des sphères de production au détriment des populations du Sud
l'idée est bien sûr pas d'aller créer plus de pauvreté là où il y en a déjà. Donc il y a tout ça, toute cette dimension à quand même faire rentrer et prendre en compte dans tous ces débats qui sont en train de se mettre sur la table. Voilà. Et le dernier point, on poursuivra bien sûr le plaidoyer qui est déjà en cours depuis de nombreuses années dans les différents espaces dans lesquels on intervient pour plus d'équité dans les relations économiques. Et donc, vous, en tant que mouvement de commerce équitable, en participant à la quinzaine du commerce équitable et en nous soutenant, eh bien, vous participez à agir sur tous ces enjeux que je viens de démontrer aussi. Et voilà, je laisse la parole à Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde. Est-ce que, Justine, tu as vu donc des questions dans le chat? Oui, du coup, vous voulez qu'on y réponde maintenant? On prend un petit temps maintenant pour y répondre? Alors du coup, déjà, on a 3 personnes qui, moins qu'une question quand même, nous soulignent, enfin nous rappellent que lorsque l'on considère l'impact environnemental des produits du commerce équitable, il faut surtout pas aussi oublier les productions artisanales qui sont aussi peu émettrices de par leur mode de production. Ensuite, on a une question qui a été soutenue par pas mal des participants et notamment portée par Vincent, Mélanie et Martine, qui demandent en même temps le commerce équitable, ça dit aussi commerce, échange, flux sud-nord. Y a-t-il un manque de cohérence par rapport aux objectifs environnementaux? En magasin, on sent aussi un engouement pour le local, énormément renforcé par la crise actuelle. J'ai peur que cela fasse en concurrence du coup au commerce équitable Nord-Sud. Est-ce qu'on a des pistes de réponse? Enfin, ils ont déjà des pistes de réponse, mais ils aimeraient entendre un peu nos arguments sur ces sujets-là. Voilà, vous voulez toutes les questions d'un coup ou au fur et à mesure? Toutes d'un coup peut-être? Je ne sais pas si Mathilde, tu vas apporter des éléments là-dessus. Oui, bah c'est le grand débat toujours du local versus équitable, en tout cas dans le sens où c'est un argument nous oppose souvent. Je dirais que il faut beaucoup de temps pour qu'on puisse avoir un échange là-dessus, donc je vais essayer de faire bref, mais ce qu'on va défendre, c'est local, bio et équitable, quand c'est possible, c'est mieux. Et juste, on a une fiche argument qu'on a créée avec toutes ces questions-là. Comment répondre à des arguments sur commerce international est-ce que, comme on fait du commerce qui est international, on est légitime pour parler d'enjeux climatiques, etc. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on peut en parler avec plaisir en dehors de ce webinaire. Juste dire que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, c'est pas c'est pas forcément le transport pardon, qui est le plus émetteur, notamment de gaz à effet de serre. C'est bien les modes de production. En fait, il vaut mieux avoir vous pouvez avoir un produit qui vient, enfin qui est moins émetteur en venant de loin, mais qui aurait été produit dans des conditions durables, vraiment sur les modes de production qui sont résilients face au changement climatique, type agroécologique, plutôt que d'avoir quelque chose de local, mais qui sera produit en intensif, extrêmement en monoculture, extrêmement destructeur pour les sols. Voilà, donc il y a cette espèce de bilan aussi carbone à faire rentrer dans la balance. Voilà, je ne sais pas, Anne, peut-être qu'on pourra leur partager effectivement la fiche d'argument. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être une dernière question plus courte de Gabriel qui demandait, après du coup avoir autant insisté sur l'importance de l'agriculture paysanne, comment savoir si nos fruits et légumes proviennent de ce type d'agriculture? Existe-t-il un label, un cahier des charges précis? Ou alors est-ce qu'on ne sait cela qu'en parlant aux producteurs? Mathilde? Oui, pardon, j'ai fermé mon micro. C'est une bonne question. En fait, je dirais que c'est aussi quelque chose que les labels apportent en termes de garantie. Après, sur
tous les fruits et légumes. Enfin, je dirais que ça dépend. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est la relation enfin, la relation entre votre espace d'achat, je dirais, et puis enfin, la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, les producteurs, quoi. Entre la distribution, pardon, et la sphère de production. Ça, il n'y a pas un label qui garantit ça. Par contre, il y a des garanties sur les modes de production que vous retrouvez dans les labels de commerce équitable et donc des modes de production qui sont sains et qui garantissent parfois des organisations de producteurs, donc des modes de production aussi d'agriculture paysanne. Et peut-être une dernière question qui est revenue de Gaëlle qui demande comment rapprocher le commerce équitable du besoin d'une alimentation moins carnée et plus végétale. Est-ce que le commerce équitable rend aussi cette transition-là possible? Eh ben, elle permet je dirais que c'est lié à aux produits qui sont disponibles aussi en disposition, enfin en équitable. On est de toute façon sur des produits qui sont très des légumineuses, des productions oui, oui, enfin de produits qui ne sont de toute façon pas vraiment carnés. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des recettes avec des produits équitables, vous mettez aussi dans votre assiette des choses qui sont par définition moins carnées. Mais j'avoue que je suis pas ultra spécialiste pour répondre à cette question. Peut-être que si Julie est encore dans le call, elle a d'autres éléments à apporter, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'appelle les recettes du climat, qui avait été produit par Greenpeace, il me semble, en partenariat avec d'autres organisations de la société civile. On pourra retrouver le lien et puis vous l'envoyer, qui propose justement ces recettes moins carnées. Voilà. Et donc ça peut être une solution. Et donc c'est effectivement à partir de produits qui sont à la fois parfois bio, équitables, etc. Mais c'est surtout, ça vous donne une idée des aliments équilibrés à mettre dans vos recettes climat, si on peut les appeler comme ça. Merci. Alors, je vais peut-être... Ok. Je vais du coup poursuivre. Merci beaucoup, Mathilde. S'il y a d'autres questions, surtout, eh bien, on y répondra à l'écrit et on enverra les réponses. Alors maintenant, je vais passer à la quinzaine du commerce équitable en 2020. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai toujours un petit doute, mais je pense que... Je pense que oui. C'est parfait, Okay. on t'entend très bien. Très bien. Alors, je vais juste réduire ma petite fenêtre pour pouvoir voir. Et... C'est pas ça. Oui. Alors, donc la 20e édition du commerce équitable. On a longtemps discuté au début du confinement et de cette crise, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette commerce équitable cette année, parce que, comme vous le savez, la quinzaine du commerce équitable depuis 20 ans maintenant, elle repose sur des événements, sur des rencontres partout sur le territoire, et c'est ça qui est au cœur de la quinzaine, c'est toutes ces animations, tous ces événements qui ont pour but de valoriser le commerce équitable, de faire de la sensibilisation, de défendre des valeurs, d'augmenter les ventes, etc. Et donc, évidemment, cette année, c'est un petit peu embêtant, mais on s'est dit qu'on allait quand même maintenir cette quinzaine et qu'elle allait forcément, de ce fait, être complètement différente, se transformer dans la forme, mais aussi dans le fond. Voilà. Et pourquoi on a décidé de la maintenir? Bon, c'est des éléments qu'on a déjà évoqués, donc je ne vais pas en reparler très longtemps, mais c'est vrai qu'on traverse une période qui a mis en lumière vraiment les limites de nos modèles de production, les limites des règles sur lesquelles reposent nos échanges commerciaux et les limites de nos modes de consommation. Et ces points-là, ils sont au cœur du commerce équitable. Donc, au fil des jours, c'est vrai que ça nous devenait quand même de plus en plus évident de se dire, mais plus que jamais aujourd'hui, on doit se mobiliser, on doit faire mouvement pour montrer notre engagement en faveur d'un modèle de développement qui est durable, équitable et solidaire. Voilà, on n'a pas attendu la crise, les acteurs du commerce équitable n'ont pas attendu la crise pour développer cette alternative. Et donc, on a vraiment intérêt à faire mouvement et à défendre cette alternative
Voilà. Donc on a considéré qu'on avait quand même plutôt intérêt à la maintenir cette quinzaine. Donc depuis chez soi, évidemment, donc il n'y aura pas d'événement physique au mois de mai. Par contre, rien ne nous empêche d'être créatifs et de profiter de ce temps pour exprimer notre soutien en faveur des acteurs du commerce équitable, dont certains vont être touchés ou sont déjà frappés de plein fouet par cette crise. Donc voilà, nous trouver les idées, les initiatives pour, malgré les contraintes, valoriser le commerce équitable. Alors, comment on peut s'impliquer cette année pendant la quinzaine du commerce équitable? Donc, première chose, on peut s'informer et c'est ce que vous faites en étant présent aujourd'hui. Je vous en remercie encore. Donc, on a organisé deux webinaires, c'est le deuxième, celui-ci. Et donc, on a des supports de webinaires qu'on va vous fournir. Donc, je vais vous montrer le lien, mais il y a un drive sur lequel en fait vous allez retrouver toutes les ressources nécessaires, donc webinaires, support de webinaires, ressources pédagogiques qui vont vous permettre de creuser ces sujets-là ou alors de les partager autour de vous. Et pourquoi pas de vous permettre à vous aussi de créer des animations dans le cadre de la quinzaine. Alors, on peut s'informer, on peut partager. C'est vraiment ce qu'on vous incite à faire pendant le mois de mai. C'est sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, en utilisant les hashtags commerce équitable ou quinzaine CE, c'est vraiment de partager tous les éléments qu'on va vous mettre à disposition et tous les éléments que vous avez aussi de votre côté. Donc, nous, on va vous mettre à disposition une campagne de notoriété sur les réseaux sociaux qui mettent en avant les engagements du commerce équitable. On vous propose aussi d'afficher votre soutien au commerce équitable, de vous prendre en photo avec des produits issus du commerce équitable à la maison et d'exprimer en quoi vous défendez ces produits-là, en quoi les produits du commerce équitable vous apportent du réconfort, pourquoi vous êtes fiers de ce que vous défendez, etc. Ça, voilà, on a aussi des espaces aujourd'hui sur le web pour exprimer, pour prendre la parole et il faut qu'on en fasse bon usage. On peut très bien aussi diffuser des recettes de cuisine équitable, des conseils pour prendre soin de soi. On peut diffuser des témoignages de producteurs, des bonnes raisons de consommer équitable. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur les réseaux de manière assez simple. Si vous avez des idées, en tout cas, parce que voilà, nous, on évoque certaines choses comme ça, mais bien sûr, n'hésitez pas à les partager dans le chat parce que je suis sûre qu'on a tous et toutes des idées à s'apporter. Et donc, bien sûr, vous pouvez organiser des choses au-delà même du partage. Qu'est-ce que vous pouvez organiser? Vous pouvez organiser un webinaire pour sensibiliser au commerce équitable. Vous pouvez organiser un débat en ligne avec vos amis, votre famille, vos collègues ou encore vos voisins. Vous pouvez mettre en place des quiz, des sessions de co-visionnage de films, des ateliers de cuisine en live avec vos proches, des petits jeux. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Ça nécessite de transformer un peu ces pratiques, mais en tout cas, c'est possible. On le voit depuis le début du confinement, il se passe énormément de choses sur le web. Voilà, donc toutes ces initiatives qui seront développées, elles seront répertoriées sur le nouveau site de la quinzaine du commerce équitable qui sera en ligne très, très bientôt. Donc, encore une fois, si vous avez des idées à partager, des choses que vous avez en tête, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Voilà, donc quels outils on met en place cette année pour vous accompagner? Parce que je vous ai parlé de partager des choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous met à disposition? Donc, on a évoqué une campagne de notoriété sur les réseaux sociaux. Nous, on a mis en place depuis un moment 6 visuels à partager. On les a re-questionnés au début du confinement. Et puis, comme je le disais au départ, au fil du temps, on s'est aperçu qu'en fait, nos messages avaient vraiment du sens. Que cette crise questionne beaucoup nos modes de vie, nos modes de production, de consommation. Et donc, le commerce équitable est une des réponses justement à ces questionnements. Alors, pour certains, vous les avez déjà vus. Donc, dans un premier temps, on avait une affiche. Cette affiche, en temps normal, elle aurait dû être affichée à l'extérieur, dans des formats abribus, sur des boutiques, des magasins, etc. Voilà, on avait voulu créer une affiche plutôt générale qui questionne le sens. C'est une question qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui au cœur de nos vies, le sens qu'on donne à nos modes de vie, nos modes de consommation, à notre travail, à nos relations, etc. Donc, on a voulu partir de cette question-là avec
avec une accroche qui dit « Quand je consomme équitable, je choisis une juste rémunération des producteurs, productrices, je choisis la protection de l'environnement, je choisis des produits qui ont du sens. » Donc cette affiche, elle ne sera pas sur nos murs ou sur nos boutiques ou autres. En revanche, on peut très bien, dans cette mise en situation actuelle, la mettre sur nos sites internet, sur nos réseaux, en disant par exemple... oui, parce qu'on va vous donner tout un tas de posts réseaux sociaux types que vous pourrez utiliser comme tels, que vous pourrez adapter, avec un calendrier également. Voilà, chaque jour, on vous dira, bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez publier ça, on va vous donner plusieurs possibilités. Et donc, pour accompagner cette affiche, par exemple, on pourrait dire, en temps normal, vous auriez dû voir cette affiche dans la rue. Pour cette année très spéciale, retrouvez la quinzaine du commerce équitable depuis chez vous. quinzaine-commerceéquitable.org. Voilà, c'est une manière de pas jeter tout le travail qui a été fait sur cette affiche à la poubelle et de quand même la valoriser. Ensuite, on a ces petits visuels qui avaient été prévus à l'origine pour le web, donc on va les utiliser. On compte sur vous en tout cas pour les utiliser et les partager. Donc on avait notamment encore un petit producteur exploité non, mais mieux rémunéré. Grâce au commerce équitable, on garantit une meilleure rémunération des producteurs basée sur les coûts de production, pas sur le cours de la bourse. Donc, on vous fournit, ils sont déjà prêts d'ailleurs, des visuels en format paysage ou en format portrait, parce que les réseaux sociaux ont des contraintes différentes. Donc, selon si on est sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc, on a tout prévu pour ça. Les dimensions sont les bonnes. Et on a aussi des formats GIF qu'on mettra à disposition pour créer un peu plus d'animation. C'est la même chose, c'est juste un format GIF. Voilà, donc je continue. On avait aussi celui-ci, on accélère encore le réchauffement climatique, non, la transition écologique. Avec le commerce équitable, les producteurs s'engagent à développer des pratiques agricoles bonnes pour la santé, respectueuses de la terre et de l'animal. Voilà les exemples de posts qui pourront accompagner ce visuel. L'idée, c'est bien vraiment de réaffirmer les engagements du commerce équitable en cette période très spéciale que nous traversons. On avait aussi ce visuel, celui-ci. Encore une relation sans lendemain? Non, une relation durable. Grâce au commerce équitable, les producteurs et les entreprises construisent des partenariats commerciaux stables et fondés sur la durée. Comme ça, pas de surprise, même en temps de crise. Les labels, encore une étiquette non, encore une garantie. Sur les produits de commerce équitable, les labels orientent le consommateur et offrent des garanties. Un prix juste pour les producteurs, la transparence, le respect de l'être humain et de l'environnement. Et le dernier, équitable et bio, impossible? Non, facile d'avoir les deux. Équitable ou bio, pas besoin de choisir. 85% des produits du commerce équitable issus de filières internationales sont bio. Voilà, donc ces visuels-là, ils seront à votre disposition et n'hésitez pas à les utiliser le plus possible. Ensuite, on voulait vous proposer aussi une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux, voilà, pour afficher notre engagement en faveur du commerce équitable, comme je vous le disais tout à l'heure, et le réconfort que ces produits nous apportent au quotidien. Ça, c'est une campagne à la base qui a été lancée à l'initiative de World Fair Trade Organization et qui a été aussi repris par Artisans du Monde. Artisans du Monde, la fédération s'est inscrite dans cette campagne. Et nous, on vous propose aussi d'y participer au mois de mai à travers des photos qui valorisent notre engagement en faveur du commerce équitable. Voilà, donc nous, l'équipe de Commerce Équitable France, on s'est prêté au jeu ces derniers jours. On a chacun chez soi, voilà, on s'est mis en scène et on a valorisé les produits qu'on utilise au quotidien. Floriane, par exemple, qui utilise des fois du sucre pour se faire un gommage, donc c'est pas forcément alimentaire, ça peut être aussi prendre soin de soi et de sa peau. Voilà, le café du matin avec notamment le fameux black qu'on voit sur Internet quand on est habillé d'un côté, de l'autre côté et en bas en pyjama. On est en confinement, donc personne ne peut s'en rendre compte. Voilà, donc on s'est un petit peu amusé à faire ça. On vous invite à le faire vraiment et à diffuser ça sur les réseaux sociaux avec les hashtags quinzaine CE ou l'hashtag de la campagne Stay Home Live Fair.
Donc, on aura un tout nouveau site internet qui sera en ligne le 2 mai, qui aurait dû être en ligne plus tôt en temps normal, mais le contexte a fait que ça a pris un petit peu de retard, mais il est en cours, il est en bonne voie et il va arriver bientôt. Donc, sur ce site, voilà à quoi il va ressembler. Et sur ce site, bien sûr, on y retrouvera toutes les ressources, kits de communication et outils pédagogiques. Vous pourrez inscrire vos animations web. Voilà, tout ce que vous mettez en place dans le cadre de cette quinzaine. Tout ça, vous pourrez publier ça sur la cartographie et nous, on mettra des articles aussi, des articles voilà, qui viennent expliquer un petit peu les bonnes raisons de consommer équitable. Tout à l'heure, Mathilde parlait des idées reçues sur le commerce équitable et climat, tous ces liens entre commerce équitable et climat. Pas mal d'idées reçues, des questions qu'on se pose effectivement sur la question du transport. Et donc, on a tout un argumentaire qu'on met à jour régulièrement et qu'on partagera sur le site et dans le kit communication. En quoi des articles qui viennent aussi réaffirmer en quoi le commerce équitable est un levier au changement, est un accélérateur de transition écologique. Tous ces contenus pédagogiques que vous pourrez partager autour de vous. Voilà, et tous ces éléments, on va les retrouver dans un kit communication. Donc, vous voyez le lien ici. Donc, il y a déjà des choses, tout n'y est pas, ça arrive, mais en tout cas, vous allez y retrouver pas mal de choses. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, là, j'ai mis en avant la campagne digitale où on retrouve tous les visuels Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, un calendrier avec tous les posts réseaux sociaux qu'on vous propose par jour pour vous faciliter un petit peu la tâche. Parce que vous avez sûrement aussi plein de choses à faire de votre côté. Donc, voilà, on vous donne en tout cas, on vous donne des exemples de choses à mettre en place que vous pouvez utiliser. Dans toute l'identité graphique, il y a des signatures mail, il y a les headers aussi, ce qu'on appelle les bannières, les headers Facebook, Twitter, LinkedIn, les logos. Tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir retrouver dans ce kit communication et qu'on vous invite à utiliser, bien évidemment. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, des articles à relayer. Et donc, pour moi, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter? Oui, peut-être des questions auxquelles tu n'as pas répondu ou des suggestions. Une question de Claire, y aura-t-il également une bannière type Facebook Oui, pour annoncer le début de la quinzaine? Donc, ça le fera kit partie. communication. Ouais. Et une militante d'ADM ou un militant d'ADM qui nous demande, peut-on avoir quand même l'affiche pour nos vitrines de boutiques ADM? Tout à fait, je n'ai pas précisé. Désolée, elle est déjà dans le kit communication. Voilà, elle est là et on peut tout à fait, vous pouvez tout à fait l'imprimer, l'utiliser, la faire imprimer chez vous. Ouais, elle est dans le kit communication. Et d'ailleurs, si ce n'est pas fait, il faudrait qu'on vérifie, mais il y en a une avec le logo. En tout cas, c'est sur notre petite to-do list des choses à faire très très vite. Il y a une des affiches avec le logo Artisans du Monde. Ok. Et du coup, en ces temps compliqués, on a une personne de la communication du RTES qui demande si il y aura quand même des liens avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire? D'habitude, les collectivités, j'imagine, les collectivités territoriales étant quand même assez impliquées dans la quinzaine, est-ce que ces liens pourront être faits ou est-ce que ce sera peut-être dans un deuxième temps Alors, nous, ce qu'on fait, comme ce qu'on fait chaque année, mais évidemment dans un contexte très différent, nous, on informe. On a tout un fichier de collectivités territoriales partenaires ou proches de nous, collectivités territoriales amies et engagées déjà depuis longtemps sur la quinzaine du commerce équitable. Donc, ces collectivités, on les informe régulièrement et on invite en fait chaque partenaire, que ce soit des citoyens, que ce soit des associations, des groupes locaux, des collectivités, à se réinventer et à proposer des choses. Voilà, donc nous, on continue largement d'essayer d'infuser des messages, des supports, d'essayer de mobiliser tant que faire se peut. Et on espère que un maximum d'organisations, d'assauts, de collectivités ou de citoyens auront envie de prendre part à cette quinzaine depuis chez soi. Même si on sera peut-être en phase de déconfinement, mais c'est encore très flou pour le moment. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire, mais en tout cas, on est tout à fait à l'écoute
des collectivités si on peut accompagner la mise en place d'actions, ou en tout cas à travers les outils de com qu'on met en place. C'est tout bon du coup du côté du chat. Ok. Et bien moi, je laisse la parole du coup à Myriam Ezine, qui est responsable communication et responsable de l'animation du réseau de la Fédération Artisans du Monde, pour nous dire quelques mots sur la quinzaine de cette année côté Artisans du Monde. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais activer la caméra. Donc, bonjour à tous. Comme Anne m'a présenté, je m'appelle Myriam, je suis responsable de la communication et de l'animation du réseau Artisans du Monde au sein de la Fédération nationale. Donc, j'ai pas d'écran à vous partager, hein. J'ai pris quelques notes de mon côté, mais s'il y a des questions, je pourrais tout à fait faire un résumé écrit. Donc, de la même façon que Commerce Équitable France va miser sur le digital, on va faire de même au travers d'une campagne nationale sur les réseaux sociaux où on est présent à l'heure actuelle, donc Facebook, Instagram et également Twitter. Donc, on va partir, notre objectif, c'est de partir des visuels proposés par Commerce Équitable France pour vraiment s'inscrire dans le cadre qui nous est proposé. Je trouve aussi que les visuels sont vraiment super, cette façon d'avoir pensé à utiliser l'affiche, à la mettre en avant malgré tout d'une façon détournée, je trouve ça vraiment génial. Donc on va partir de ça, on va partir également du calendrier réseaux sociaux qui sera mis à disposition sous peu par l'équipe communication de Commerce Équitable France. Le but pour nous, c'est d'une part de s'inscrire dans ce cadre et puis également en parallèle de mettre en avant les différentes ressources existantes qu'on propose et qui existent déjà sur notre site, à savoir on a de nombreux films, des témoignages de partenaires, des études de filière, des chiffres clés, des citations, et puis on va aussi puiser bien sûr dans toutes les ressources de qualité que Commerce Équitable France propose déjà. Également, donc, comme l'a dit Anne, il y a la fameuse campagne de l'Organisation mondiale du commerce équitable, WFTO, Stay Home Live Fair. Donc, on a déjà lancé depuis quelques semaines, mais on a vraiment envie de continuer sur notre lancée, de proposer à d'autres personnes de partager un produit équitable, un produit artisan du monde qui leur apporte du réconfort au quotidien en ce temps de crise. Donc on espère recevoir encore plus de témoignages. On a reçu des choses vraiment sympas et on manque jamais de faire le lien entre le témoignage qui nous a envoyé, que ce soit en photo, en vidéo, et puis l'organisation partenaire qui est mentionnée pour justement faire le lien avec ces enjeux. Alors, par rapport à ce qui va se passer dans le réseau, j'ai pas toutes les infos, hein. Il faut savoir que la majorité de nos associations locales aujourd'hui, elles font face à des difficultés parce que vu que la plupart d'entre elles ont des boutiques associatives, elles peuvent pas forcément ouvrir leurs portes. Donc, il y en a de plus en plus qui ont trouvé des systèmes dans le cadre des mesures sanitaires, bien sûr, pour pouvoir ouvrir sur quelques périodes, des systèmes de précommande avec la possibilité de venir récupérer sa commande sur vraiment 2 ou 3 temps de la semaine. Donc, ça vise à la fois à continuer de vendre les produits de commerce équitable et puis en même temps, tout en respectant, comme je le disais, les mesures barrières. Donc, par rapport à ce qui est prévu par les différentes associations locales, on a déjà les associations locales ADM d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vont proposer différents quiz en ligne pour faire découvrir leur web documentaire Odatara, donc qui a été réalisé par Artisans du Monde Auvergne-Rhône-Alpes avec notre partenaire indien Tara Project. Et donc, ce web documentaire, il est composé de 13 témoignages d'artisans et d'artisanes de France et d'Inde qui expliquent en fait leur contribution à différents objectifs du développement durable et en fait comment ils se mobilisent au quotidien pour rendre le monde plus solidaire et durable. Donc c'est hyper intéressant pour nous et je pense que notamment dans le cadre de cette quinzaine, on aura l'occasion de relayer à de nombreuses reprises ces différents témoignages. Également, il y a ADM Rennes qui prévoit de créer un site pour l'occasion dans le cadre de cette quinzaine digitale. Et ils vont utiliser ce site pour mettre différentes ressources en ligne. Ils vont également proposer une programmation radio avec différentes interviews de personnes qui contribuent au commerce équitable, qui se mobilisent, et puis des contenus un peu plus éducatifs avec notamment des formations en ligne.
De son côté, il y a également Artisans du Monde Metz qui va proposer, et c'est un format, je pense, qui peut intéresser d'autres acteurs, hein, une publication quotidienne sur ses réseaux sociaux, un jour, un artisan ou une artisane. Donc voilà, ça permet de mettre en avant un partenaire en faisant le lien aussi avec les différents enjeux sur lesquels on se mobilise, notamment bien sûr la question climatique qui est clairement transversale. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus d'infos à l'heure actuelle. On va se débrouiller. Bon, malheureusement, je pense que les imprimeurs à l'heure actuelle ne proposent pas leurs services. Donc, on va plutôt proposer aux associations locales qui ouvrent dans le cadre de drive, de précommande, d'imprimer à leurs frais et eux-mêmes une affiche, enfin l'affiche en question de la quinzaine et puis de l'afficher sur leur vitrine, histoire qu'elle soit quand même un petit peu visible dans ces courtes temporalités. Et puis également, on est en train de réfléchir à la pertinence de travailler sur un petit flyer qui pourrait être mis dans justement les différentes commandes qui sont récupérées par les clients et clientes, histoire de pouvoir quand même leur dire, voilà, c'est la quinzaine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site, il y a de nombreuses animations en ligne qui sont accessibles, et puis aussi peut-être de mettre en avant des petits chiffres clés, histoire de créer l'étincelle chez eux. Voilà. Donc pour nous, voilà, c'est un peu ce qui est prévu. Je ne sais pas si vous aviez des questions particulières. Alors, je vais peut-être regarder ce qui a été dit jusque-là. J'ai vu, oui, qu'il y a pas mal de bénévoles artisans du monde qui sont montés au créneau en disant qu'il n'y avait pas de produits artisans du monde sur les photos. Je tiens à dire que voilà, on est un réseau de plus de 5000 bénévoles. Si on veut qu'il y ait des photos artisans du monde, il ne faut pas hésiter à se prendre en photo avec, à se prendre en photo en famille, avec ses amis, de proposer aux personnes de notre entourage de prendre part à cette campagne Stay Home Live Fair. Et ça donnera la possibilité à Commerce Équitable France de partager et de relayer aussi les témoignages qu'on publiera sur cette période. Également, j'ai vu une question, donc quelqu'un qui demandait si c'était possible qu'il y ait une cartographie des lieux où on pouvait trouver les produits ADM sur le site de la quinzaine. Alors, c'est pas l'objectif de la quinzaine, hein. L'objectif de la quinzaine, c'est vraiment de mettre en avant les événements qui sont liés à ce temps fort. Maintenant, il y a déjà une cartographie de ces lieux-là qui existe, fort heureusement, et elle est sur notre site artisansdumonde.org. Donc, si vous vous rendez dessus et que vous allez dans la partie dans la rubrique acheter, vous pouvez tout à fait avoir accès à ces différents lieux. Alors, je suis pas sûre que ce soit mis à jour à l'heure actuelle avec les différentes difficultés dans le cadre de la crise sanitaire. Il y a pas mal de points de vente qui ont dû fermer, mais en tout cas, il y a les contacts. Donc, si jamais vous avez 2-3 points de vente indiqués près de chez vous, il ne faut pas hésiter à les contacter, savoir s'ils sont ouverts et si c'est possible d'acheter les produits chez eux à l'heure actuelle. Voilà. Alors, je regarde rapidement. Oui, Myriam, on t'entend. Alors, voilà, les imprimeries sont fermées, donc Justine a répondu à ma question, peut-être même avant que je me la pose. Il faut penser aux newsletters pour les affiches. Alors, je pense que Clément, il veut peut-être dire un visuel adapté aux newsletters. J'ai l'impression que les visuels pour les réseaux sociaux seront aussi appropriés pour les newsletters, notamment les formats carrés, mais ensuite à voir. Un calendrier commun, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais de ce que j'ai compris et de ce qui a été mis à disposition l'année dernière lors de la quinzaine, en effet, il y aura un calendrier commun qui proposera chaque jour des publications avec des liens, des phrases déjà rédigées, et puis même, alors là je veux pas m'avancer, mais l'année passée il y avait des visuels, je sais pas si ce sera encore le cas cette année. Est-ce qu'un kit papier sera envoyé dans les AL, donc dans les associations locales? Excusez-moi du jargon. Je pense pas que ce soit possible à l'heure actuelle, notamment parce que l'ensemble de la fédération est en télétravail, pardon. Et puis également, il y a le fait qu'aujourd'hui, les bureaux de poste, il y en a, enfin, si j'ai bien compris, la majorité qui sont fermés. Donc, si c'est pour vous envoyer un kit papier et que vous le receviez à la mi-juin, bah, ça perd quand même de son intérêt. Et de toute façon, on n'a pas eu la possibilité, vu que ça fait plusieurs semaines qu'on est en confinement, on n'a pas eu la possibilité de réaliser ces impressions. Donc, dans tous les cas, on est un petit peu bloqué. C'est pour ça qu'on vous proposera d'imprimer vous-même si jamais vous le souhaitez.
Alors, concernant l'opération un jour un producteur, pourrait-on avoir les dates de diffusion en amont avec le producteur concerné afin de faire le point en magasin et savoir si nous pouvons relayer, car avant c'est au producteur en rayon. Alors ça, c'est la question de Mélanie de Biocop. Je trouve ça hyper intéressant. Ce qui pourrait être super, c'est qu'on rentre en contact et peut-être qu'on se dise quels sont les produits que vous avez à dispo et que nous, on fasse le lien avec les partenaires qui sont identifiés, enfin, qui produisent, qui réalisent ces produits et qu'on voit si on peut les mettre en avant, histoire que ça puisse être relayé également. Voilà. Ok. Donc, il y a pas mal de monde qui a partagé ses contacts, si jamais les uns et les autres sont intéressés. Voilà. Merci, merci beaucoup Myriam. On va tout de suite, je vois que l'heure tourne, du coup je vais donner la parole à Alissa de Faire un monde équitable. Je voulais juste insister sur le fait que les petites photos qu'on a mises en avant, on a fait avec ce qu'on avait chez nous. Donc, bien sûr que l'artisanat doit être valorisé aussi. On compte bien sur vous pour le faire et pour relayer tout ça. Et nous, on se fera aussi le relais de toutes les photos que vous pourrez nous envoyer. Alissa, je te laisse la parole. Oui, merci Anne et bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on voit mon écran. Juste en guise d'introduction, donc Alice Hachol, chargée de campagne pour Faire un monde équitable. Donc comme l'ont dit Anne et Myriam, nous aussi on essaie en tout cas de faire preuve d'imagination pour maintenir ce moment clé de la mobilisation qui est la quinzaine du commerce équitable. Et donc ça nous invite en fait à nous réinventer et à adapter un petit peu nos outils. Donc nous, en tant que mouvement citoyen, pendant la quinzaine, on va proposer des moments de rencontres en ligne, donc notamment nos Fair Zones, qui sont des moments de valorisation des acteurs engagés pour un commerce équitable. Une soirée Inspire qui s'adresse du coup aux étudiants pour partager leurs expériences et échanger sur les sujets d'actualité et sur la place du commerce équitable sur leur campus. Mais surtout, ce qui nous semble important, en fait, c'est d'avoir un véritable appel à action auprès de toutes personnes qui ont envie d'agir pour un monde plus juste et durable. Et toutes les actions qui ont été évoquées par Anne et Myriam, en tout cas, d'inviter un maximum de personnes pour aussi montrer la force du collectif. Donc, l'engagement, le curseur, enfin, le niveau d'engagement peut être différent. Donc, ça peut être participer à des quiz en ligne qu'on diffusera et les partager. Ça peut être relever les différents défis qu'ont évoqués aussi Anne et Myriam, de réaliser des recettes de cuisine pour valoriser les produits issus du commerce équitable. Et ensuite, dans ces moments de rencontre, donc les Fair Zones, mais c'est aussi inviter les personnes à organiser des apéros connectés, puisque c'est une forme, l'apéro sur Skype ou sur les outils digitaux, c'est quelque chose qui se développe beaucoup pendant cette période de confinement. Peut-elle brancher sa vidéo, pardon. Alors, ouais, je peux Alissa, brancher ma vidéo. rapidement, Pardon, oui. on a des demandes des participants. Si tu pouvais lancer ton diaporama en plein écran, s'il te plaît. Ouais, mais en fait, je sais pas ce que vous voyez, mais je vais avoir besoin de le modifier en fait, donc je vais pas pouvoir le diffuser en mode diaporama, Ok, puisque ok, pas de souci. Alors donc peut-être j'espère juste réduire la barre des menus, tu sais, avec la flèche à droite. avec la flèche à droite. Oui, pour les... Voilà, sur cette zone-là, à droite, il y a une petite flèche pour juste réduire la barre, en fait, Ouais, des mais outils. Mais c'est pas grave. De toute façon... ouais, je suis désolée, je vois pas comment faire. Et sinon, pour Comme les ça? participants, peut-être avoir la fenêtre de la visioconférence en plein écran de votre côté aussi, ça peut aider. Je reprends du coup, et s'il y a un souci, n'hésitez pas à me le redire s'il y a un souci, si on voit vraiment pas mon écran. En fait, il faut juste, si je le... Non, je vais pas y arriver. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? J'essaie de zoomer. On a En tout cas, Marie-Paul nous, aussi qui nous dit de double-cliquer sur la barre d'outils, qui permet de Sur la réduire le barre? volume. Alors la Pardon, barre... j'ai pas entendu quelle barre. Je suis désolée. la barre grise. La barre grise.
Ah oui, ah oui, c'est ouais, là où il y a. Ouais. Ah ouais. Un tout petit peu plus à droite. Ouais, ici, ici. Ah oui, ok. C'est mieux comme ça? Je pense que c'est mieux, oui. Et Ok. sachez que on peut tous, nous aussi, participants, zoomer sur la droite. Vous avez un zoom avant et arrière et vous pouvez du coup agrandir la fenêtre. Donc justement, ce problème-là d'écran, ça va pouvoir me permettre de faire la transition. Donc, j'étais en train d'évoquer cette invitation, en tout cas à toute personne qui se reconnaît dans les valeurs du commerce équitable, à organiser des apéros connectés et engagés, des faire apéros en tout cas, donc pour débattre sur le commerce équitable, mais aussi pour jouer. C'est un format qu'on privilégie aussi beaucoup à faire, c'est de sensibiliser via le jeu. Et donc, on a en temps normal des jeux qu'on joue sur nos stands, donc le jeu des labels et l'Éducafé essentiellement, qui permettent d'avoir une première approche du commerce équitable et d'introduire les notions. Donc pour cette quinzaine, on a essayé de digitaliser ces jeux aussi bien que possible. Donc le jeu des labels étant un jeu normalement de plateau qu'on joue sur nos stands, mais on propose pour cette quinzaine un format en ligne, via un PPT, une présentation PowerPoint. Donc c'est très simple d'utilisation, qui peut être du coup joué en ligne en partageant simplement son écran. Donc on met à disposition ce PowerPoint pour pouvoir le jouer clé en main. On peut aussi mettre à disposition le plateau, les 4 plateaux de jeu et les différents labels si vous voulez recréer votre propre présentation. Donc pour le jouer, en fait, c'est simple. Il suffit de mettre les labels, les plateaux de jeu, label équitable, label bio, initiative de marque et distributeur et label durable en arrière-plan, et tous les logos en premier plan. Et ensuite, on peut, donc j'essaie de le faire, on peut déplacer facilement les logos et le faire jouer. Donc, en général, comme je vous disais, c'est un jeu qu'on joue sur nos stands. On peut le jouer en général sur des groupes allant jusqu'à 5 personnes. Donc, pour le moment, on a fait une session de formation à ce jeu où on était plus de 30. Donc, je vous avoue que c'est un peu compliqué de le jouer dans des bonnes conditions pour que tout le monde puisse y participer à 30. Nous, notre recommandation, c'est vraiment de pouvoir faire des sessions avec 5 participants. Après, l'un n'empêche pas l'autre. On peut, mais ça favorise pas forcément les interactions. Donc, pour pouvoir avoir un maximum d'interactions, d'échanges et d'explications, le limiter peut-être à 5 joueurs. Et donc, l'idée, c'est, en fonction du nombre de participants, d'inviter les gens à replacer les logos en fonction de leurs connaissances et de leur intuition dans les bonnes catégories. Donc, par exemple, si je prends en général, pardon, si quand on le joue sur un stand, on va présenter l'ensemble des logos, les plateaux de jeu, et les personnes vont se saisir des logos, vont réfléchir en ayant le logo à la main et vont positionner les logos au fur et à mesure de ce qu'ils auront dans la main. Je pense que sur une version digitale, c'est peut-être mieux de le cadrer un petit peu plus. Donc, il y a deux possibilités, soit de prendre un logo et de demander à chaque participant où est-ce qu'il le positionnerait, ou bien de faire rubrique par rubrique, quels sont selon vous les labels équitables, quels sont selon vous les labels bio. Donc, je ne vais pas forcément le jouer entièrement aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps et c'est pas l'objet, mais juste pour vous montrer du coup sur les labels équitables, une fois que tous les participants auront répondu, c'est de les placer au bon endroit. Et voilà, je le fais rapidement pour, je sais pas si vous le voyez, d'avoir les six labels. Ensuite, pareil pour le bio, et je vais pas forcément tous les repositionner. Donc on a ces slides. Et ensuite, on a une autre présentation PowerPoint pour ceux qui veulent aller plus loin, où on a l'ensemble des explications pour pouvoir débriefer et expliquer ce qui se cache en fait derrière chaque rubrique, et expliquer les différences qu'il y a entre chaque rubrique. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette version en ligne, on l'a pas encore mis sur un drive, mais on va réfléchir à l'opportunité de le mettre sur un drive pour faciliter l'accès. Donc, comme je vous ai dit, cette version PowerPoint, ou bien si vous préférez les plateaux de jeu et les logos. Donc, pour l'instant, vous pouvez nous écrire à communication@faireéquitable.org pour les commander. Et après, il faut savoir que normalement, c'est un jeu de plateau qu'on a sur notre boutique en ligne. Donc, je vous ai mis aussi le lien pour pouvoir le commander quand la situation le permettra, et qu'on pourra rejouer aussi ce jeu sur nos stands ou nos différentes activités. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des questions
C'était une introduction assez brève sur le jeu des labels. Et juste pour dernière précision, on mettra en ligne la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube un tuto aussi bien pour le jeu des labels que pour l'Éducafé pour que chacun puisse se saisir et puis appréhender ce jeu facilement et puisse le faire jouer à ses proches, à son entourage ou à toute personne souhaitant jouer à ces jeux. Du coup, Alissa, on a deux petites questions pour toi. Oui. La première, à partir de quel âge on peut jouer? À partir de quel âge? Alors, on n'a pas forcément de limite d'âge, mais c'est un jeu qu'on peut faire jouer au tout petit, peut-être pas. Et essentiellement, c'est plus compliqué pour des enfants parce qu'ils vont pas forcément faire les courses. Ils vont reconnaître certains logos qu'ils vont voir dans les produits qu'achètent leurs parents. Mais c'est quand même un jeu qui peut se jouer pour les scolaires, pour les étudiants, pour le grand public en général, et assez accessible. Et en général, même un enfant va aimer pouvoir jouer à ce jeu et va être réceptif au discours commerce équitable. On l'a déjà joué avec des enfants, donc je pense que son utilisation peut être la plus large possible. Super. Et la deuxième question vient du coup de Nathalie qui a été rejointe par Mélanie qui disent dommage de privilégier Carrefour et Leclerc plutôt qu'Etikable et Biocop dans les marques engagées. Est-ce qu'on pourrait penser à les ajouter pour montrer la diversité des démarches des entreprises aussi? Alors Carrefour et Leclerc, en fait, c'est pas du tout pour les valoriser. Ils vont dans initiative de marque et de distributeurs. Et en fait, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir là dans la slide qui est présentée, qu'on a développé avec Bioconsommateurs. Et donc, nous, on sensibilise à l'importance des labels de commerce équitable et des labels bio. On montre leur complémentarité. Et l'idée, en fait, c'est de montrer qu'il y a des initiatives d'entreprises privées, de marques qui sont beaucoup moins engageantes que les labels bio et les marques engagées, en fait. Donc, c'est pas du tout pour les valoriser, mais c'est justement pour montrer le manque d'engagement. Et surtout sur la bio, il y a tout un discours sur la bio industrielle qui respecte pas la saisonnalité, qui est suremballée. Donc c'est pas pour les valoriser, c'est justement pour bien montrer l'opposition qu'il peut y avoir avec ce démarche par rapport à d'autres démarches bio. Super. Et est-ce que vous avez, du coup, il y a une dernière question de Monique. Est-ce que vous avez une idée de combien coûtera ce jeu une fois imprimé pour savoir à quel point les militants pourront aussi essayer de les diffuser autour d'eux? Alors, il est à 10 € sur notre boutique en ligne pour la version stand. Super. Ok, c'est bon pour les questions? C'est tout bon pour les questions. Ok, bon bah super. Eh bien, Alissa, je te remercie beaucoup pour cette démonstration. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à revenir, aller voir du côté de Faire un monde équitable pour creuser un petit peu le sujet. En tout cas, c'est une super animation qui peut être adaptée et voilà, on peut faire ça en petit comité depuis chez soi, donc c'est top. On arrive à la fin de ce webinaire. On a carrément respecté le timing, donc c'est parfait. On est même un petit peu en avance. Je voulais en tout cas vous remercier. Pour votre forte participation et puis donc j'espère qu'on arrivera quand même, j'en suis convaincue d'ailleurs pendant cette quinzaine à faire mouvement, à faire du bruit ensemble pour parler du commerce équitable. Votre soutien est évidemment hyper important. Nous on reste à l'écoute si vous avez des questions par mail ou par téléphone. On est tout à fait disponible. Et puis on va vous envoyer ce support de formation également. On va voir ce qu'a donné l'enregistrement du webinaire pour pouvoir vous le rediffuser aussi si vous avez envie de revenir sur ce qui a été dit. Et puis, on continue aussi à vous transmettre des sources, des apports théoriques qui peuvent compléter tout ce qu'on a dit. Je les ai mis à la suite du PowerPoint, on vous les enverra, et toutes les ressources pédagogiques sur le commerce équitable en général et aussi en lien avec le climat. On a pas mal de vidéos, on a pas mal de supports, que ce soit des supports qui ont été créés par Commerce Équitable France ou Artisans du Monde ou Faire un monde équitable. Voilà, on regroupe tout ce qui est à disposition pour faire de la sensibilisation et on vous envoie tout ça. Merci, un grand merci à tous et à toutes, et je vous dis à très vite pour cette quinzaine du commerce équitable 2020.
Et merci à tous les intervenants. Merci, bon week-end. Et bon week-end à tout le monde. Et bonne quinzaine. Merci à vous. Merci, bon week-end, bonne C'est quinzaine. très bien. Merci.